On vous accompagne jusqu'à midi, merci d'être avec nous. La prise en charge des patients atteints de cancer et même les suites du cancer, on parle souvent uniquement de médicaments, de traitements. Et bien nous, aujourd'hui, on va s'intéresser à tout le reste. Mais on va commencer par l'approche de notre humoriste Clément Lanoux sur le sujet. Alors on vous a gâté cette semaine, Oui. le diabète hier, le cancer aujourd'hui. Amusez-nous. Évidemment, alors moi quand j'ai signé, on m'a dit c'est une émission de société, de temps en temps il y aura les sujets santé, tu vas venir, tu vas nous faire rire. Effectivement, en 15 jours, la cancer, diabète, Sida aussi. Sida la semaine dernière. Alors c'est vrai que c'est pas simple. Il est temps que les vacances arrivent. Je ne vous cache pas. Qu'est-ce que ça aurait été la semaine dans 15 jours? Comment faire un créneau quand on est amputé des deux bras? Comment se reconstruire après un kidnapping de son enfant par des ninjas? Ou bien peut-on devenir pilote de F1 quand on a des problèmes de vue et qu'on devient petit à petit aveugle? Aujourd'hui, on va parler du cancer. Alors moi, je commence à être habitué. Du coup, j'avais ramené ma petite tête de compassion. Vous savez, celle-ci. Oh, ben non. C'est un petit mélange pour ceux qui ne nous voient pas entre le chapeauté et Laurent Delahousse quand on parle des restrictions énergétiques et qui dit ça va être dur cet hiver et qui se dit tiens dans 15 jours je serai peut-être aux Maldives, je verrai, voilà. Donc je vais hocher la tête poliment en écoutant nos invités, voilà, je vais faire intéressant, d'accord, ah oui, et puis dans le fond, dans ma tête je vais dire qu'est-ce que je vais déjeuner ce midi, qu'est-ce qu'il y a à la cantine, est-ce que je vais à la cantine d'ailleurs, j'en sais rien. Et puis finalement, j'ai regardé, je me suis dit, cette émission elle va être géniale parce qu'on va parler du cancer, on va parler de tout ce qu'il y a autour et puis on va pas s'arrêter parce qu'il y a ce mot qui fait peur, cancer. C'est vrai que ce mot fait peur et je trouve ça dommage de lui donner autant d'importance. Parce qu'il débarque comme ça dans notre vie, comme un couperet qui stoppe le temps, qui sort de la bouche des médecins, qui se répand dans nos proches, nos familles, qui nous laisse parfois comme ça et qui nous emmène les gens qu'on aime. Donc aucun mot sur Terre, en tout cas moi je me laisserai pas faire, aucun mot devrait nous stopper les rêves. En plus, cancer il fait quoi? Il fait 6 lettres. C'est quoi? Le mot guérison il est plus grand, il est plus costaud. Si on faisait une bagarre de mots, guérison il attraperait cancer, il lui taperait dessus. En plus il y a tous les autres mots, il y a combat, il y a soutien, il y a projection, il viendrait de notre côté, donc c'est sûr on va le gagner ce combat. Alors je suis pas médecin, d'ailleurs oui je vous le dis, je vous l'ai jamais dit, je suis pas médecin. On s'en doutait un petit Même peu. si bon ça fait 1 an et demi que je fais des chroniques ici, j'étais à 2 doigts d'ouvrir un compte Doctolib, et puis je facture de temps en temps à la rédac d'Europe 1 entre midi et 2 mes petits conseils, mais bon, je ne suis pas médecin, même si j'ai appris beaucoup de choses ici. J'ai appris il y a pas longtemps qu'il fallait pas dormir avec son chat, sinon on pouvait développer de l'asthme. J'ai appris hier en écoutant une chronique qu'on pouvait perdre 2 tours de taille juste en allant se faire un palpé roulé. Ça, j'ai trouvé ça fabuleux. Mais ce que j'ai surtout appris ici, c'est que dans la maladie, il y a une grosse part de mental. Donc moi, par exemple, je me dis demain, on m'annonce un cancer, une maladie. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je réagis? Est-ce que je serai effondré? Je ne sais pas. Est-ce qu'au contraire, je vais vivre enfin ce que j'ai jamais pu faire? Visiter le Machu Picchu, voir des baleines, dépenser sans compter, traverser l'Atlantique à la voile, dire à ceux que j'aime pourquoi je les aime, faire la route du vin, apprendre le tango, écrire un livre, prendre un bain de minuit. Finalement, je ferai rien de tout ça. Pourquoi? Parce que je vais bien. En fait, parce que je vais bien, je vais pas m'autoriser à faire ça. Donc aujourd'hui, on va rendre hommage et on va dire un grand bravo à tous ceux qui souffrent et qui font. Il y a plein de choses, malgré la maladie, qu'on peut continuer à faire et ça va être le but de cette émission. Merci Clément pour cette belle intro. On va rentrer dans le vif du sujet maintenant avec nos invités. Je les présente tout de suite. Bonjour, docteur Alain Toledano. Bonjour. Vous êtes médecin oncologue et président de l'Institut Raphaël. On va y revenir et présenter l'Institut dans un instant, mais on va d'abord présenter notre deuxième invité ce matin. C'est vous, Marie-Pierre. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Alors, si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est pour témoigner justement du suivi dont vous avez bénéficié lors de votre cancer du sein. Là aussi, on va y revenir. Docteur Toledano, vous avez donc cofondé l'Institut Raphaël à Levallois-Perret, près de Paris. C'est un centre pour accompagner les personnes souffrant d'un cancer pendant, après les traitements. Il y a aussi des maladies chroniques, on y reviendra. Mais qu'est-ce qu'il y a dans votre institut qu'il n'y a pas dans les autres centres qui prennent en charge ce type de patients en France? Merci Mélanie, merci pour l'invitation. Raphaël, c'est l'ange de la guérison. Et on a considéré qu'on ne devait plus s'occuper uniquement de la maladie, mais qu'on devait s'occuper de chaque individu et de son projet de vie. Alors à l'Institut Raphaël, on va cohabiter les médecins et tous les acteurs paramédicaux dont on parlera. Sophrologues, sexologues, nutritionnistes, etc. Et on va co-construire avec tous nos patients des parcours d'accompagnement qui sont coordonnés, qui vont être orientés vers la nutrition, vers les émotions, vers l'activité physique, le bien-être, le retour à l'emploi. Et on veut montrer qu'en s'occupant globalement de chacun, c'est mieux que si on s'occupait que de la maladie. Alors Marie-Pierre, vous, c'est en 2019, au cours d'un voyage au Canada avec votre fille, que vous avez découvert que quelque chose clochait dans votre sein. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Oui, bien sûr. Déjà, merci 1000 fois de m'avoir permis d'intervenir aujourd'hui aux côtés du docteur Toledano. En effet, en 2019, on partait en famille. Ma fille partait faire ses études au Canada. Et donc, on en a profité pour faire aller à un mariage auquel on était invités et ensuite installer ma fille au Canada. Et le jour où j'ai posé le pied aux États-Unis, étonnamment, je vois une grosse boule dans mon sein. Alors que 6 mois avant, j'avais fait une mammographie, que j'avais rien du tout, la vie était belle. Donc je me dis, ok,
Bon, je ne suis pas de tempérament très stressé, donc je me dis, je vais prendre les rendez-vous nécessaires à mon retour. Et puis, on va profiter de nos 3 semaines de vacances, déposer ma fille, rentrer, et puis on avisera en fonction de ce qui se passera le 9 septembre. Voilà, date dont je me souviens, puisque en effet, on est rentré le 8 septembre. Le 9 septembre, j'avais pris un rendez-vous naïvement à 8h30 en me disant à 9h, tu seras à l'agence comme d'habitude Oui. pour reprendre tes bons et loyaux services. Et là, tout à coup, premier examen, on me dit non, je vois rien. Je vais quand même vous mettre dans la main d'une échographe qui là me dit ah oui, là il y a 2 tumeurs, donc il y a 2 masses un peu bizarres. Venez avec moi. Et alors là, tout s'enchaîne. Le lendemain IRM, vendredi biopsie, et puis voilà. Et c'est ainsi que l'aventure a démarré. Et on vous a dit vous avez un cancer. Alors, on me l'a pas dit tout de suite. C'est-à-dire que bon. Plus les jours passent, plus vous vous dites, bon, il y a quand même des choses un peu surprenantes qui me sont évoquées. Mon gynécologue, entre-temps, me dit, quand même, ils sont très, très prudents, il faut beaucoup d'examens. Oui, peut-être qu'ils ont raison, finalement. Et puis, je sens quand même le vendredi 13, je m'en souviens encore, que la personne me dit, mais vous êtes resté 3 semaines sans rien faire en vacances ? Oui, en même temps, j'étais en vacances, donc autant que j'en profite un petit peu. Là, je vais quand même demander les résultats en urgence. Donc, ils ont demandé les résultats en 4 jours. Et puis, donc je passe la semaine. Et samedi matin, le samedi d'après, je reçois un coup de fil charmant du docteur Toledano qui me dit « Bonjour, je m'appelle Alain Toledano. Nous sommes samedi, j'aimerais bien vous rencontrer lundi. Qu'est-ce que vous faites ?» Et là, je me dis « Ah, il va se passer quelque chose de nouveau dans ma vie. » Voilà. Vous l'aviez anticipé, vous saviez ce qu'il allait Alors, vous dire. mon gynécologue, normalement, on n'appelle jamais les patients pour faire cette annonce, évidemment, mais là, les choses se sont passées tellement vite qu'il n'a pas eu d'autre choix, en fait, que de m'appeler un samedi matin pour me dire, écoutez, voilà, dans 2 heures, un oncologue va vous appeler pour prendre rendez-vous avec vous, et c'est ainsi que notre aventure a démarré. Et donc, au moment de commencer les traitements, quand vous êtes arrivé à l'Institut Raphaël, comment vous avez réagi quand on vous a parlé, certes des traitements, mais aussi de yoga, d'ateliers cuisine, d'hypnose ? Quelle a été votre réaction ? En fait, déjà, on accuse un peu le coup, quand même. On se dit, oula, qu'est-ce que c'est que ce Kingston qui m'arrive là, de plein fouet, alors que la vie était belle, tout allait bien. Donc, il y a quand même une période d'adaptation. Au départ, on est un peu dans le déni, après on est dans le rejet, à un moment donné, on est en colère, enfin bref. Et puis à la sortie de la première consultation avec Alain, j'ai eu la chance d'être prise en charge par une coordinatrice qui m'a en effet exposé tout ce que proposait l'Institut Raphaël pour les patientes. Et là, je l'ai écouté, donc sur la base d'un questionnaire, on a identifié ce qui pourrait potentiellement correspondre à mes besoins, à mes attentes. Et puis, elle connaissait sûrement mieux que moi l'impact de tous les traitements que j'allais avoir, donc elle m'a aussi orientée et aidée. Et moi qui étais énormément dans le contrôle, à un moment, je me suis dit, là, il faut que tu lâches l'affaire, en fait, que tu fasses confiance et que tu acceptes et que tu accueilles ce qu'on te propose. Donc, oui, j'ai écouté ce qu'on m'a proposé et en fait, je me suis dit, toi qui disais le yoga, c'est juste un truc pas du tout pour toi. Je me suis dit, mais t'es ridicule, mets ta vie entre parenthèses, prends du temps pour toi. S'il y a un moment dans ta vie où il faut le faire, c'est celui-ci. Et en fait, je l'ai compris aussi parce que Alain et puis toutes les personnes autour de l'Institut Raphaël m'ont quand même alerté sur ce qui m'attendait. Et je me suis dit, moi qui pensais être la Wonder Woman de tous les jours, il a fallu faire des choix. Et donc, j'ai profité de ces soins et de tout ce que m'offrait l'Institut Raphaël. Alors, docteur Toledano, cet institut, est-ce que tout le monde peut y avoir accès, quel que soit son type de cancer, aussi bien un cancer du sein que du poumon et même d'autres maladies chroniques, je crois, non ? Oui, il y a 4 millions de Français qui ont ou qui ont eu un cancer. Eux peuvent souffrir et leur famille. C'est vrai qu'on a besoin, sur tout le territoire, d'avoir une offre d'accompagnement pour tous nos patients. Et quel que soit le cancer, en fait, ce n'est pas le type de cancer qui compte. C'est quand on a cette annonce, c'est un espèce de traumatisme, on a besoin d'être épaulé. Et on a la chance en France d'avoir un super système solidaire avec des hôpitaux qui nous traitent de nos maladies. Mais on a tellement d'autres besoins qu'il va falloir qu'on développe partout des offres structurées d'accompagnement. L'Institut Raphaël, ce n'est qu'un modèle. Il faudrait le déployer partout. Il faudrait qu'il y en ait d'autres et que tout le monde puisse y avoir accès. C'est important. Parce que vous traitez les cancers, mais vous traitez surtout les individus. Merci à vous. Vous ne bougez pas. On va continuer cet entretien sur cette autre façon d'accompagner les personnes atteintes de cancer pendant et même après la maladie. Ce matin, on s'intéresse à ces patients dans leur ensemble et pas uniquement à leur pathologie. Pour en savoir davantage, restez avec nous sur Europe 1. Europe 1, bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez. Nous sommes avec vous tous les matins sur Europe 1 jusqu'à midi. Nous sommes en direct. Alors face au cancer, et si on prenait aussi en compte la dimension psychologique et sociale des patients, c'est notre sujet du jour et on fait le point avec le docteur Alain Toledano, médecin oncologue et président de l'Institut Raphaël, ainsi que Marie-Pierre qui témoigne ce matin dans ce studio car durant son cancer du sein, elle a justement pu bénéficier d'un accompagnement très complet. Docteur Toledano, on va découvrir toutes les thérapies qui aident à mieux tolérer les traitements et qui favorisent le bien-être des malades du cancer. Et au sein de votre institut, il y a une grande place pour le sport déjà. Ça peut être des cours de danse, de la boxe. Pourquoi c'est si important de se bouger, de faire du sport quand on se bat déjà contre un cancer? Honnêtement, ça risque pas de les épuiser encore plus, ces pauvres petits patients quand même? Alors le sport est déterminant. Le sport, bien sûr, améliore le bien-être, diminue les risques médicalement cardiovasculaires, diminue le risque de cancer. Mais c'est aussi une façon de se réapproprier son corps. Parce que des fois, les patients, ils livrent leur corps à la médecine, ils gardent leur esprit, ils sont dissociés, ils ne sont pas bien dans leur peau. Quand on fait du sport, on est tonique, il y a du mouvement, on a plein d'élan, on arrive à être combatif. Il y a des valeurs autour du sport, il y a un bien-être physique et mental autour du sport. Donc ça reste fondamental. D'ailleurs, Marie-Pierre, vous nous parliez du yoga tout à l'heure. Apparemment, ce n'était pas votre truc au début. Et puis après, vous ne pouviez plus vous en passer. C'est ça. Mais En pourquoi fait, Qu'est-ce que ça vous apportait en fait? Franchement, alors déjà la jeune femme Federica qui dispense le yoga à l'Institut Raphaël est rayonnante. Donc déjà, ne serait-ce que ça, vous arrivez, c'est un bain de soleil, enfin c'est du bonheur en branche. Elle vous accueille, elle a toujours un mot pour chacune. Et en fait, c'est un moment de pause, un moment de pause où tout à coup, vous oubliez tout, vous vous abandonnez complètement et vous vous laissez porter. Et surtout, j'ai découvert finalement un sport, parce qu'on a l'impression que c'est un truc qui est mou et qui est fait pour les gens qui n'ont pas d'énergie, mais pas du tout. Il y a deux types de yoga, en l'occurrence à l'Institut Raphaël. Bon, évidemment, moi j'ai pris le yoga dynamique. On Ça s'en va de doute, soi, hein. voilà. Et en fait, ça fait travailler des muscles qu'on n'imagine même pas connaître au plus profond de soi-même. Et puis, ça force à lâcher prise, à écouter aussi cette parole bienveillante qui vous accompagne pendant Ça toute la vous a séance. rendu plus combatif, vous diriez, ou pas? Ça m'a rendue plus zen. Vraiment, ça m'a permis de m'apaiser, ça m'a apporté un bien-être vraiment très important. Ça m'a permis de prendre du recul et de m'ouvrir à quelque chose que je ne connaissais pas. Et ça a été totalement magique. Docteur Toledano, il y a également des ateliers de cuisine à l'Institut Raphaël. Qu'est-ce qu'on y apprend? C'est vrai qu'on imagine notamment les patients qui sont en chimiothérapie. On sait que parfois c'est difficile de s'alimenter justement durant cette période. Qu'est-ce que vous leur offrez comme outil? Qu'est-ce que vous leur apprenez à ces patients? Alors quand on pense nutrition, on pense à la nutrition santé et à la nutrition plaisir. Parce que le goût des aliments, c'est un peu le goût de la vie, c'est le goût des autres. Maintenant, ce que vous mettez dans votre bouche, c'est un peu une histoire de culture aussi. Alors quand on est dans des consultations médicales qui prennent pas beaucoup de temps pour s'occuper de chacun, et que les patients se posent des questions. Vous savez, avant, les gens ils nous disaient « Mais docteur, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis malade? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Et ça voulait dire « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» Parce que la maladie, c'était vécu comme une punition divine pour expier ses fautes. Mais maintenant, quand les gens ils vous disent « Qu'est-ce que j'ai fait ?» c'est un peu plus laïque. C'est qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai mal mangé. Alors est-ce que je dois manger vegan, bio, cétogène, sans sucre, soja, est-ce que je dois jeûner? Donc en fait, on a besoin de rééducation alimentaire. Faire une pâtisserie à faible index glycémique, s'autoriser à prendre plaisir, savoir dresser une table, manger avec ses amis, avec sa famille. Donc il y a toute une rééducation. Marie-Pierre, je crois que les séances de chimiothérapie étaient très difficiles. Il y a même eu des complications et vous ne vouliez plus y aller. Et c'est l'hypnose qui vous a beaucoup aidé à surmonter ça. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Bien sûr. En effet, après, déjà, on n'imagine absolument pas les effets secondaires de la chimio. Donc, on y va, la fleur au fusil, en se disant « Ok, super, ça va m'aider à combattre la maladie ». Et puis, quand vous avez fait la première et que vous êtes allongé dans un canapé pendant 5 jours et qu'en plus de ça, vous avez des complications, c'est sûr que quand la deuxième arrive... Vous avez peur? Vous avez peur et vous n'avez pas du tout envie d'y aller. Donc, je partage ce point avec Lucienne qui me faisait de l'hypnose à l'Institut Raphaël et qui me dit « Écoute Marie-Pierre, je t'accompagne ». Alors là, autant vous dire quelle ne fut pas ma surprise. Donc, j'ai eu la chance d'être accompagnée par Lucienne. Je me suis retrouvée dans une chambre alors que d'habitude, c'est une pièce où il y a une quinzaine de personnes. Vous êtes dans des box. Enfin, voilà, c'est assez impersonnel quand même. Et pendant toute cette séance, Lucienne a partagé avec moi, avec un iPad, ce schéma de à quoi sert en fait la chimio, en quoi c'est bon pour moi, pour que je puisse intégrer mentalement le fait que finalement la chimio était mes alliés, c'était mes petits soldats, et que grâce à ces soldats, j'allais pouvoir combattre la maladie.
Et franchement, ça restera un jour gravé dans ma mémoire à vie. Je me souviens être rentrée chez moi le soir. Je me suis allongée sur le lit, les bras, les jambes, en me disant, mais il faut qu'elle circule cette chimio, en fait. Il faut qu'elle passe à l'intérieur de ton corps et il faut qu'elle fasse le job. Et j'avais le sourire et je me suis dit, waouh, franchement, j'ai découvert, là encore, enfin, on m'aurait parlé magicienne. d'hypnose quelques mois avant, je vous aurais dit, non mais jamais dans la vie je ferai de l'hypnose. Et là, elle m'a littéralement sauvée, en fait, vraiment. Docteur au sein de l'Institut Raphaël, vous proposez aussi beaucoup de choses, beaucoup d'accompagnements pour réduire la fatigue des patients. La fatigue, c'est vraiment le symptôme, je pense, le plus fréquent qu'on a tendance parfois peut-être même à négliger. Enfin, le corps médical, c'est vrai, bon, on a un cancer, on est fatigué, mais et parfois, elle reste même après, des années après le cancer. Vous y accrochez à cette fatigue et vous faites en sorte de lutter contre, vraiment. Bien sûr, Mélanie. En fait, la fatigue, c'est important. Beaucoup de gens l'expriment. Elle est peu considérée. Alors, quand on est fatigué, parfois les gens ils se disent on va nous donner une vitamine, le réflexe, et puis ça va aller mieux. Mais on est fatigué, ça peut vouloir dire qu'on ne dort pas assez. Et donc, ça peut être l'insomnie, les troubles d'endormissement, les réveils nocturnes, les apnées du sommeil. Voilà, il faut regarder le sommeil. Mais ça peut être l'alimentation, ça peut être la digestion, ça peut être le rapport à sa famille, à son travail, la déprime. Donc c'est un symptôme important à considérer et il faut le traiter de plusieurs manières. Mais d'abord, ça va être la capacité d'écoute pour arriver ensuite à avoir un programme personnalisé. Marie-Pierre, elle a bénéficié d'exercices de neurofeedback pour mieux dormir. C'est quoi ça, le neurofeedback ? C'est une gymnastique cérébrale avec un casque et des sons qui vont être entrecoupés de pauses. On entraîne le cerveau avec une gymnastique. Et en fait, c'est comme la méditation ou autre, on va générer ce qu'on appelle des états de conscience modifiés. Un cerveau qui est très électrique, on va, comme en hypnose ou autre, générer un état de conscience modifié et apaisé. Alors, Alain, on a une question pour vous de Raymond via Facebook. Il vous demande, est-ce que votre centre Raphaël est gratuit ou sinon, quel est le coût en moyenne ? Alors, nous avons décidé à l'Institut Raphaël d'offrir gratuitement les parcours d'accompagnement et de les évaluer pour créer une valeur et qu'un jour on puisse espérer que la solidarité le prenne en charge pour tous. Donc bien sûr, nous avons des contraintes capacitaires, comme c'est gratuit, bienveillant et organisé. Mais l'objet, c'est pas de traiter tout le monde, c'est de pouvoir traiter suffisamment de personnes pour montrer que c'est efficace et que partout, tout le monde puisse y avoir accès. Que ça soit reproductible, c'est bien Exactement. ça ? Eh bien, merci à tous les deux. On va vous retrouver dans quelques minutes. On va continuer à détailler cette médecine intégrative, c'est-à-dire qui prend vraiment en compte le patient atteint d'un cancer ou d'une maladie chronique dans son ensemble. On aura même en ligne une socio-esthéticienne. Elle fait des merveilles pour les patients. Vous l'entendrez dans un instant sur Europe 1. Bien fait pour vous sur Europe. Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali. Nous sommes avec vous en direct jusqu'à midi. Bienvenue si vous nous rejoignez. On parle toujours des patients atteints de cancer, mais on ne parle pas des traitements contre cette maladie aujourd'hui. En fait, on s'intéresse à tous les à côté qui ont une réelle importance. Et pour en parler, nous sommes avec le docteur Alain Toledano, médecin oncologue et président de l'Institut Raphaël, ainsi qu'avec Marie-Pierre, qui témoigne ce matin de l'accompagnement dont elle a bénéficié durant son cancer du sein en 2019. Alors, docteur Toledano, on va voir dans cette partie qu'il existe beaucoup de choses pour apaiser les effets secondaires des traitements anti-cancer. Vous pratiquez notamment au sein de l'Institut l'auriculothérapie. Alors, qu'est-ce que vous faites au niveau des oreilles des patients et en quoi ça peut agir sur la guérison du cancer ? Alors en fait, ça fait partie des médecines traditionnelles, énergétiques. Vous savez, la médecine chinoise a beaucoup travaillé sur l'invisible, une médecine de l'invisible. Alors les théories en acupuncture, l'auriculothérapie, c'est un peu de l'acupuncture des oreilles. C'est que le corps est traversé par des méridiens qui fluidifient des énergies. Alors c'est vrai que nous, on n'a pas appris ça en médecine occidentale, en faculté de médecine, mais ce qu'on a remarqué, c'était que sur les points d'acupuncture, cette auriculothérapie dans les oreilles, comme en général sur le corps entier, pouvait diminuer les bouffées de chaleur pour les femmes, qui sont très invalidantes. Pouvait diminuer aussi les nausées pour les chimiothérapies, les ballonnements et les troubles digestifs. Et puis c'est pas agressif, c'est pas invasif, c'est fait par des médecins chez nous. Et donc qui arrive bien à manier tout ce qu'il y a de mieux dans les médecines dites conventionnelles et les médecines complémentaires. C'est rare un oncologue qui nous fait l'apologie de l'auriculothérapie ou même des techniques asiatiques, parce qu'il y a des tas de choses qui sont proposées chez vous, le qigong, le reiki, le shiatsu. C'est-à-dire qu'on ne délaisse évidemment pas la médecine conventionnelle, mais allons prendre ce qu'il faut de ce côté-là, parce qu'il y a des bienfaits, même tout ce que je viens de citer, ça fonctionne. Vous le voyez en tout cas, vous, dans votre institut ? Eh bien, on intègre en fait les médecines complémentaires. Maintenant, ce qui est important pour moi, pour nous, c'est la démarche. C'est-à-dire, on fait et on évalue ce qu'on fait. Donc, on n'est pas là pour raconter d'histoires,
on doit évaluer. Donc par exemple, les arts-thérapies, je vous donne un exemple. Donc il y a les arts plastiques, la musicothérapie, la danse-thérapie, la dramathérapie par le théâtre, l'écriture. Eh bien, on évalue. Alors on a trouvé que les patients, 30% des patientes qui rentraient en art-thérapie n'avaient pas confiance en elles et au bout de quelques séances, elles avaient confiance en elles. La danse-thérapie, 80% des patientes qui ont des cancers du sein, qui ont mal aux articulations avec l'hormonothérapie, vont plus avoir de douleur. Oui. Donc en fait, cette thérapie par le mouvement, ces interventions non médicamenteuses, si elles sont étudiées, elles vont nous apprendre des choses et elles pourront être mieux intégrées. Donc n'ayons pas d'a priori, on fait et on évalue dans un cadre protecteur pour les patients. Alors, parmi tous les professionnels qui peuvent aider à redonner de la confiance en soi pendant un cancer, il y a les socio-esthéticiennes, et ça tombe bien puisque nous avons en ligne une d'entre elles au téléphone. Bonjour Lucie. Bonjour. Alors, vous êtes la référente des socio-esthéticiennes en Île-de-France. Quand vous vous déplacez à l'hôpital, j'imagine que les patientes sont surprises. Elles s'attendent plutôt à voir des médecins et des infirmières, mais pas forcément des esthéticiennes, non ? Tout à fait. C'est vrai que lorsque l'on arrive, on est obligé de présenter notre métier qui n'est pas forcément connu auprès des patients. Et donc, on leur explique que nous sommes là pour les accompagner durant leur traitement, mais également après leur traitement, dans la prise en charge des effets secondaires visibles. Et voilà, sur l'apparence de soi, sur la relaxation aussi également. Comment ça se déroule, par exemple, je ne sais pas, un atelier, ça peut se faire en groupe, seul? Est-ce que vous leur apprenez, qu'est-ce que vous leur apprenez? Parce que bon, j'imagine que ces femmes, la plupart, elles savent déjà se maquiller quand même, mais qu'est-ce qu'on leur apprend de plus alors? Alors, on n'a pas que des femmes, d'ailleurs. Vous faites bien de le souligner. Notre rôle, c'est vraiment d'adapter nos soins en fonction de la personne qui est prise en charge. Donc, ça peut donc passer par une prise en charge individuelle ou collective. Et on va utiliser donc l'esthétique comme outil de travail. Et on vise comme objectif la confiance en soi, l'estime de soi, l'acceptation de son corps qui a parfois changé à cause des traitements, à cause des opérations, des cicatrices. Et donc, effectivement, on peut mettre en place des ateliers maquillage. Alors, on va parler de maquillage correcteur, ce qui est tout à fait différent du maquillage que l'on fait quotidiennement. Par exemple, pour apprendre à redessiner un sourcil lorsqu'il n'y a plus de poils. Mais finalement, l'objectif, c'est de ne pas s'oublier. Voilà, on va laisser aux médecins toute la partie médicale qui nous dépasse dans la majorité des cas. Et nous, on va se recentrer sur la personne, sur soi, prendre soin de soi. Lucie, vos soins, c'est pas seulement esthétique, hein, vous leur redonnez également confiance en eux, à vos patients, à leurs clients, je ne sais pas, puisque vous êtes esthéticienne. Vous vous occupez par exemple en ce moment d'une femme en rémission d'un cancer du sein et qui n'arrive plus à accepter son corps, c'est ça? Racontez-nous. C'est ça, tout à fait. Donc c'est déjà une femme formidable qui a beaucoup de courage. Et alors elle a eu effectivement un cancer du sein, elle est aujourd'hui en rémission. Et elle a souhaité faire une opération de reconstruction puisqu'on lui avait enlevé un sein. Et ces opérations se sont mal déroulées. Donc, elle a eu d'énormes cicatrices. Elle n'a pas eu sa reconstruction du sein. Et donc, elle a eu un corps totalement changé, mutilé, voilà, selon ses mots également. Et donc, moi, je vais lui apprendre à se laisser toucher, déjà, premièrement, puis elle se toucher, se regarder, finalement renouer avec son corps qui est le sien et qui a changé. Merci beaucoup Lucie pour cet éclairage et pour tout ce que vous faites pour ces patients et patienteux. Patients, je le précise parce qu'en préparant l'émission, on nous a dit que les hommes, quand ils font appel à vous, puis au départ ils sont surpris, mais en fait ils en redemandent. Merci beaucoup. Je reviens vers vous, docteur Toledano. On a des moments comme ça, cocooning, avec des socio-esthéticiennes à l'Institut Raphaël. Vous pensez que ce sont des moments qui sont aussi importants que le reste dans la lutte contre le cancer? C'est prioritaire. On a un pôle oncoféminité. Alors il y a des capillaristes, conseillères en images, onco-esthéticiennes, qui font des soins de peau, des soins des mains, des soins du visage. Et ça fait partie de la santé sociale. Vous savez qu'il y a une personne sur 3 qui perd ou quitte son travail dans les 2 ans après le diagnostic. Et souvent, c'est parce qu'on a du mal avec l'image de soi. Et on a remarqué que des soins, une reprise de confiance, ça faisait que les gens repartaient au travail plus rapidement et se sentaient bien, eux et leur famille. Eh bien justement, Marie-Pierre, après 9 mois de traitement, il a fallu reprendre le travail. Content d'y retourner, mais les traitements ont eu un impact sur vous. Vous dites qu'on n'est plus le même salarié avec les mêmes capacités après un combat contre le cancer? Oui, c'est certain. Alors j'avais très très envie d'y retourner, puisque j'ai passé 30 ans dans une agence que j'ai adorée. Et finalement, je crois que je n'avais pas du tout mesuré l'impact des traitements sur qui j'étais devenue, enfin qui je suis devenue, puisque c'est ma nouvelle réalité de vie.
D'une part, on est fatigué, on bafouille, on n'est pas capable de prendre la parole, on n'a plus de mémoire. Enfin, c'est vraiment terrible. Mais j'en avais pas conscience du tout. Parce que moi, je partais à nouveau, hop, la fleur au fusil, super, t'y retournes. Et en même temps, avec cette culpabilité pendant 13 mois de ne pas y avoir été, de les avoir abandonnés. Enfin, je vous passe tout ce qui peut se passer Dans votre la tête. Et puis un retour qui, malheureusement, s'est effectué en plein Covid. Donc, revenir après 12 mois d'absence et être à distance, alors que le monde a changé, l'entreprise elle-même a changé et que moi-même, je ne suis plus la Pas même. facile. Autant vous dire que ça a été compliqué. Docteur, on va terminer par ça, cette problématique de la reprise du travail ou du milieu professionnel, même parfois pendant la maladie. Vous, c'est quelque chose auquel vous vous attachez. Vous les aidez de quelle façon, les patients, sur cet aspect-là ? Si chaque patient prend conscience que l'expérience qu'il a vécue, c'est une expertise, c'est-à-dire qu'en entreprise, on va avoir une combativité, on va voir la vie différemment. Paradoxalement, il y a des gens qui nous disent, vous savez, heureusement que j'ai eu mon cancer, parce que ça m'a permis de faire le ménage dans mes relations. Ça m'a permis de fixer de nouveaux objectifs, de me redonner un sens. C'est ce qu'on appelle la résilience, la capacité à rebondir. Et on peut viser plus haut même après le cancer, en fait. Ben voilà, on formule des projets de vie. En fait, on arrive à mieux gérer l'incertitude en gardant l'espoir et en se projetant différemment dans l'avenir. Merci beaucoup à tous les deux pour cet entretien. Au passage, on signale et on comprend bien pourquoi vous et l'Institut Raphaël avez été lauréats cette année d'un trophée de l'avenir européen, opération portée par Elisabeth Assayag, que vous retrouvez bien sûr tous les jours à 13h sur Europe 1 dans La France Bouge. Merci également à vous, Marie-Pierre, d'avoir accepté de témoigner ce matin sur notre antenne. Oui, merci à vous deux. Il va être l'heure à présent de passer à la partie de l'émission dans laquelle nos bienfaiteurs nous apportent leurs conseils. Le premier bienfaiteur, ce sera le docteur Alexandre Marchat qui va nous proposer un petit coup de projecteur sur le lifting. À partir de quel âge c'est raisonnable d'y penser? Quelles sont les nouvelles techniques? Il nous dira tout. Et puis ensuite, ce sera la chronique lecture jeunesse de Nathalie Le Breton avec des livres qui éduquent les enfants à la notion de partage. Alors à tout de suite sur Europe.